Hello les co-greeners et bienvenue dans ce troisième épisode du Terrarium. Aujourd'hui, on reçoit Agathe, fondatrice d'Elfen. Elfen, c'est une marque de slow cosmétique qui est fière de ses origines bretonnes. Elle valorise notamment la caméline, une plante très pratique pour les agriculteurs bretons. Bonne écoute. « 1999, une dernière année qui s'écoule avant le renouveau. Une dernière marée noire qui se déverse dans nos eaux. Deux nouvelles guerres qui secouent l'Europe de l'Est, secouées, comme la Turquie, par un séisme au bilan funeste. En Asie, loin d'être le dernier nuage de pollution, de couleur brune causé par l'homme et ses actions. 20 000 nouveaux cas de cancer en Belgique suite au scandale de la dioxine et deux tempêtes en France qui plongèrent dans le noir beaucoup de rétines. Noir comme la dernière éclipse de soleil, pour raviver la flamme de terriens qui, malgré tout, s'émerveillent. Année 1999, 368 ppm. Enchanté Agathe, et merci de venir pour ce troisième épisode du Terrarium. Bien, merci de m'accueillir. Et donc, pour rappel, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est le Terrarium, il y a une fiche qui apparaît à l'écran. Et ça a été donc créé par Illico Green, une plateforme qui regroupe des marques engagées, que ce soit socialement ou éco-responsablement, donc comme Elfen, et qui offre des codes de réduction toute l'année aux étudiantes et étudiants. Donc je te laisse aussi nous expliquer ce que fait Elfen assez rapidement. Oui, en quelques mots. Donc enchantée, moi c'est Agathe, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis la fondatrice d'Elfen Cosmétiques. Elfen Cosmétiques, c'est une marque que j'ai créée avec pour vocation de mettre en avant la caméline, et en particulier l'huile de caméline. C'est une huile qui est en fait endémique en Bretagne et en France de manière plus générale, qui est assez peu connue. Et donc l'idée c'était de retravailler sur la filière et offrir une vraie valorisation à ce produit qui a pas mal de capacités et de compétences. Et donc là c'est pour ça que j'ai créé Elfen Cosmétiques, avec pour vocation de la mettre en avant, tout en associant avec des ingrédients issus du territoire. Donc avec une importance assez forte pour les ingrédients issus des circuits courts et qui représentent aussi ma région, la Bretagne. Donc voilà. Justement, on va aller en Bretagne pour cette première partie. Ouais. Donc première partie qui retrace un peu ton passé. Et on va suivre pour ça le cours des ppm, les parties par million. Mm-hmm. Et donc c'est un indicateur de la concentration du carbone dans l'atmosphère. Donc chaque période du temps correspond à tant de ppm et ça a tendance à augmenter au cours des années, malheureusement. Donc on commence en 2009 à 388 ppm. Et donc là, 2009, c'est l'année où un cheval meurt sur les côtes bretonnes à cause des algues vertes, justement. Et donc c'est la première date que tu as voulu nous partager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, c'est vrai que... Alors 2009, ça peut me paraître un petit peu vieux dans le sens où j'avais que 10 ans, entre guillemets. Mais c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal marqué. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais le fait d'avoir ces algues vertes dont on parle quand même beaucoup en Bretagne, qui sont souvent pointées du doigt à cause de l'industrie, notamment des porcs, en fait, qui reversent beaucoup d'azote, etc. Et le fait qu'on arrive à des conséquences aussi importantes sur la vie humaine, sur la vie animale, etc. C'est vrai que ça m'avait de mémoire en tout cas assez choquée, et c'est quelque chose qui est revenu quand même pas mal par la suite. Donc toi c'était la nouvelle en elle-même qui t'avait choqué, d'apprendre qu'on peut mourir parce qu'il y a des algues sur nos plages. Exactement. Okay. Et t'as pas vu, t'avais vu les plages avant et après, et c'est ce changement qui t'a choqué, ou en fait tu t'en es même pas trop rendu compte, c'est venu petit à petit et ça a apparu c'est plus petit à petit, parce que effectivement en fait c'est quelque chose qui se passe plus en Nord-Bretagne, pas mal les Côtes d'Armor qui sont touchées par ces phénomènes-là, même s'il y en a un petit peu plus au sud aussi, mais en fait c'est pas tant une évolution, c'est plus d'avoir en fait on en a entendu parler des algues vertes, etc. Mais là d'arriver à ce stade et de se dire en fait c'est capable de tuer, parce que c'est quelque chose qui a été émis par la consommation humaine, par les méthodes d'élevage intensif, etc. Et quand on arrive à ce que ça vienne nous impacter ensuite par la suite, c'est là qu'on se pose un peu des questions, de se dire c'est quoi cette boucle qu'on est en train de créer qui est capable de nous auto-tuer en fait.
Ouais. Et donc en fait, pour toi, on est plus touché forcément quand ça vient chez nous, le réchauffement climatique. Moi, j'ai un exemple en tête, par exemple, c'est que les personnes des Philippines sont beaucoup plus éco-anxieuses, mais justement parce que je pense qu'elles sont plus confrontées à la montée des eaux, enfin ça c'est un fait, et donc ça doit justement être lié à ça. Donc pour toi, c'est aussi, quand ça arrive chez nous, c'est le moment en fait où on arrive dans l'urgence. Ouais, et malheureusement, c'est souvent le cas. C'est vrai que bien souvent, on se sent moins concerné quand ça se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, alors que c'est tout aussi touchant pour des milliers d'humains. Et c'est ça un peu la problématique aussi sur le réchauffement climatique et sur les modifications du climat, c'est que tant qu'on n'en prendra pas conscience et que ça ne touche pas personnellement, en fait, certains ont du mal à faire des actions. Et le problème, c'est que quand ça va vraiment nous toucher, ce sera peut-être trop tard. Voilà. Et c'est ce que j'avais pu mettre en avant pas mal avec la fresque du climat que j'avais pu faire. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte justement de cette boucle, de se dire, en fait, ce sont les actions humaines qui déclenchent d'autres actions qui finissent par se répercuter sur nous-mêmes en fait à la fin et de se dire, mais est-ce qu'on est dans l'autodestruction ? Même si ça ne nous touche pas directement, ça reviendra à un moment ou à un autre, c'est ça. Exactement. Ouais, mais moi, ce qui m'avait beaucoup interpellé justement avec la fresque du climat dans ce sens-là, c'était le permafrost. Ouais. Le fait que quand on va faire fondre ce permafrost qui va rejeter tellement de carbone, qu'en fait, ça va devenir incontrôlable et que forcément, ça va nous retomber dessus à un moment ou à un autre. Et sur plein de biais différents, ça peut être aussi de la santé, ça peut être avec le permafrost notamment, avec les libérations des virus. Exactement. Quand on voit ce que le Covid a pu créer, c'est un peu difficile d'imaginer. Même du point de vue alimentaire, ça crée plein de problèmes. Ouais. Et aussi, en 2009, j'ai vu que c'était la première fois que l'État était incriminé à cause des algues vertes et de son traitement. Est-ce que toi, tu penses que justement, c'est que la faute de l'État ? C'est sûrement forcément en partie la faute de l'État. Mais est-ce que l'État peut tout là-dessus pour toi ? Ou est-ce que c'est aussi aux entreprises, comme tu disais, aux élevages porcins je pense que c'est un peu plus une réflexion générale qui a besoin d'être menée. En fait, souvent, en tout cas de mon point de vue, on a besoin de trouver un coupable qui est un peu responsable de l'ensemble des malheurs qui peuvent nous arriver. Alors qu'il faudrait effectivement une prise de conscience qui soit un peu plus générale. Et on ne peut pas non plus rejeter la faute uniquement sur des éleveurs porcins. Ils ont quand même été des contraintes. Ils ont été quand même beaucoup pointés du doigt. C'est des personnes c'est leur moyen de vivre, en fait, de se nourrir aussi. C'est leur travail au quotidien. Et donc, c'est des modèles d'élevage intensif qui ont été répétés, etc. Sans avoir la prise de conscience écologique et environnementale au départ, mais parce qu'il n'y a pas forcément eu d'éveil des consciences non plus. Donc, je pense que c'est aussi une instruction plus générale et accompagner aussi le changement. Après, voilà, ça peut être de la part d'acteurs type l'État, des syndicats, des organisations. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir une coopération plutôt générale, plutôt que de pointer du doigt un seul acteur, un seul responsable, je pense. Oui, parce qu'en pointant quelqu'un du doigt, tous les autres peuvent se reposer aussi sur leur laurier et dire que tout va bien. Exactement. Et peut-être qu'en ce sens, l'État, son rôle, c'est peut-être d'inciter ce dialogue et de mettre tout le monde autour de la table, même si après, il ne peut pas non plus décider de tout ce qui se passe par la suite. Effectivement. Au moins, qu'il soit le déclencheur. Alors, on a vu que tu avais une expérience assez compliquée avec les algues et on a essayé de te faire une petite surprise pour te réconcilier avec ça. Enfin, on va essayer de te réconcilier, au moins sur les valeurs, sur le goût, je sais un peu moins. Mais donc, on t'a fait un petit shot de spiruline. Ok. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Merci. Je ne sais pas si tu as déjà goûté. J'en ai déjà mangé. Ok, mangé, mais jamais bu. Mais jamais bu, non. Moi, c'est ma grande première aussi. Donc, pas de problème avec l'iode, parce que ça peut poser des problèmes. Moi, je crois pas non plus. Donc, santé. Il y a les maths, comme on dit en Bretagne. Ah oui, ça aurait été meilleur avec du cidre. Ouais, ça se mélange en fait. Ouais, moi il m'en reste un peu au fond. Ça va, je m'attendais à pire en fait. Et donc, pour expliquer un peu aussi ce que c'est la spiruline, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est en train d'émerger, mais c'est pas non plus très très connu à ce moment. C'est une microalgue donc, qui contient énormément de protéines. Moi j'ai vu jusqu'à 70%. Oui, c'est énorme. Si tu as d'autres chiffres, et qui est aussi très riche en vitamines, et donc c'est un complément alimentaire qui est assez intéressant, surtout pour les végétariens, les végans. Mais donc, comme dit, c'est un bon complément alimentaire et qui est produit aussi beaucoup en France. Pas que, mais donc
c'est aussi un complément qui peut être local. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait justement en profiter maintenant qu'on parle d'algues pour partager ce complément qui est sympa. On va avancer alors maintenant de 3 années, donc en 394 ppm en 2012. Et donc là, tu veux nous parler du surf en fait. Alors, t'as commencé le surf à ce moment-là ? Exactement, ouais. Okay. J'ai commencé le surf, c'est à peu près dans ces années-là où j'étais du coup rendue au collège. Et en fait, moi j'ai toujours habité du coup près de la mer. Et en fait, j'avais envie de me mettre à une activité nautique. Et puis voilà, c'est un été où j'ai sauté le pas, entre guillemets. J'ai pris mon premier cours, mon premier stage. Et en fait, après, j'en suis devenue fan. Ouais, la Bretagne, c'est un bel endroit en plus pour faire. Ouais, on a quand même des spots assez sympas aussi qui se démocratisent. Et en fait, c'est vrai que pourquoi je voulais en parler aussi, c'était en fait un environnement qui est devenu un peu mon terrain de jeu favori et qui est quand même soumis à beaucoup de dégradation. On retrouve énormément de déchets. Ça dépend des endroits, bien sûr. On est quand même assez privilégié encore en Bretagne à ce niveau-là où les plages ne sont pas encore trop polluées, mais on trouve quand même des déchets assez régulièrement. Et en fait, c'est de se dire comment je peux arriver à préserver un environnement qui soit naturel, où tu as des formations de vagues qui se font tous les jours, à toutes les périodes de l'année, tout en essayant de protéger au maximum, en fait, mais en alliant les différentes possibilités. Et donc justement, toi, en ayant un sport qui était aussi forcément très lié à la nature, est-ce que ça t'a changé ta vision de l'écologie ? C'était un deuxième déclic, en fait, après les algues ? Ouais, je pense... ça arrivait ça s'est concrétisé un petit peu au fur et à mesure. C'est un peu la suite du chemin logique. Ouais, et puis pour un environnement que j'appréciais déjà énormément. Mais là, de se dire, mince, en fait, on arrive à des aberrations, à jeter plein de déchets qu'on va jeter dans la ville, peut-être ce qui va se retrouver dans la mer, en fait, 2 mois plus tard, parce que avec les cours d'eau, etc. Et de se dire, mince, comment je peux réussir à le protéger et comment mon quotidien et mes actes au quotidien peuvent aider justement à protéger ce terrain de jeu. Ouais, donc c'était aussi une prise de conscience plus dans l'action maintenant, ouais. Plus que se dire ça va pas, mais se dire il faut agir maintenant pour qu'on préserve ce qu'on a. Exactement. Et je sais aussi que parce que j'ai aussi commencé le surf et surtout Marion en fait beaucoup, et donc je sais que c'est un discours qui est chez beaucoup de surfeurs en fait, c'est ce lien à l'écologie, préserver nos plages, préserver nos mers. Est-ce que toi tu as rejoint entre guillemets un groupe justement de surfeurs qui étaient engagés, est-ce que pour toi c'est important aussi d'être avec d'autres personnes engagées, d'avoir cette communauté pour aller de l'avant, continuer à avoir la motivation justement de faire des choses ? C'est vrai que la puissance du collectif, je pense que c'est non négligeable. Et effectivement, ça se retrouve pas mal dans le surf avec cette volonté, comme tu disais, de protéger son environnement, son environnement en fait, au quotidien. Et après, moi, en tant que telle, j'ai fait quelques actions avec Surfrider, qui est une des assos les plus connues, je pense, dans ce milieu-là aujourd'hui, qui organise pas mal de ramassage de déchets sur les plages, des actions de sensibilisation, mobilisation. Donc là, j'ai pu faire quelques actions avec eux, notamment quand j'étais à Bordeaux en études. Et après, il y a des antennes aussi en Bretagne où là, c'est plus ponctuellement, je peux y aller, quoi. Ouais, quand t'as le temps. Ouais, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir se retrouver à plusieurs aussi avec la même volonté de défendre cette vision écologique. Pour avoir fait plusieurs cleanwalks aussi, c'est sympa en fait d'être en groupe d'écolos en fait. C'est ça. Et pour une tâche qui est en fait pas super cool, qui est ramasser des déchets, le fait qu'on soit ensemble, qu'on sait qu'on va se prendre une petite bière derrière, exactement. Ou une bonne cidre. Mais enfin c'est motivant et ça fait une bonne activité pour un travail qui est au final assez ingrat de base. Exactement. C'est ça, c'est la puissance du collectif justement. Ouais, c'est une belle phrase. On va la retenir justement. Et donc maintenant on va encore augmenter de 6 années en 409 ppm. Et donc là tu rejoins ton école d'ingé. Ouais. Et donc pourquoi ce choix ? Est-ce que Elfen était déjà dans ta tête ou est-ce que tu avais un autre rêve justement ?
Bah, c'est vrai que moi, quand je suis rentrée en école d'ingénieur, donc j'ai fait 2 ans de prépa juste avant, et j'ai pas eu forcément j'avais pas de projet professionnel en tête depuis la terminale, depuis le lycée, comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup, ouais. Je pense. Donc non, en fait, Elfen n'était pas encore dans ma tête quand je suis rentrée en école d'ingé. C'est venu un peu plus tard. Mais pourquoi j'ai mis cette date-là? Parce qu'effectivement, je pense qu'en entrant à l'école d'ingénieur, du coup en agronomie, c'est pas encore généraliste, c'est encore un petit peu différent, où je pouvais quand même avoir pas mal de préjugés justement sur tout ce qui est agriculture, agriculture en fait en général, qui se sont un peu déconstruites et certaines renforcées, et justement d'être aussi en corrélation, de voir d'autres personnes qui avaient des milieux différents, qui ont des modes de pensée, des expériences diverses. Et en fait, c'était un bon mix entre les cours, les autres camarades en fait de promo, pour justement renforcer cette idée et puis d'aller voir plus loin, de creuser, de déconstruire certaines idées. Et en fait, voilà, ça m'a aussi ouvert les yeux un petit peu sur toutes les problématiques environnementales, écologiques qu'il y avait autour de l'agriculture, mais de manière vraiment générale, puisque en fait, l'agriculture, c'est au milieu, mais en fait, il y a tellement de choses qui gravitent Ouais, autour. forcément, ça relie beaucoup que finalement, c'est domaines. tellement vaste. Et en fait, c'est un des sujets clés autour de l'environnement et de notre futur. Déjà, c'est un des postes d'émission les plus importants en France, si ce n'est dans le monde. Ouais. Après, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est clair que c'est un secteur clé. Et au-delà de l'écologie, il y a aussi tout l'aspect social. Et c'est ce qui nous nourrit, donc forcément, ça ne peut que être clé. Ouais. Et est-ce que, par exemple, toi, tu as des exemples alors de préjugés que tu avais sur l'agriculture qui ont été déconstruits grâce à tes études? Après, c'est vrai que moi, j'avais une vision où, après, j'ai jamais habité dans les grandes villes. J'ai toujours été un peu en campagne. Donc, j'ai toujours été quand même au contact d'agriculteurs ou autres. Mais c'est vrai que voilà, dans ma tête, c'était un petit peu, c'est voilà, les tracteurs dans les champs, etc. C'était c'est l'image qu'on se fait de base. Exactement. Forcément. Et en fait, de s'ouvrir, de voir le champ des possibilités, de se dire, en fait, tu as du petit maraîchage qui peut être hyper intéressant, qui va favoriser une diversité aussi au niveau du sol, d'avoir de la permaculture, d'avoir d'autres types de cultures qu'on ne connaît pas du tout. Cette notion de circuit court à laquelle je tiens quand même beaucoup aujourd'hui. C'est de l'accéner aussi alors en fait. C'est ça. Et c'est de se renseigner, de savoir à quel point ça peut être important dans notre modèle futur en fait, tout simplement. De voir comment on peut construire un futur qui soit plus viable aussi. C'est une ouverture d'esprit en fait, je pense, pour résumer. Donc, c'était plus par des recherches en fait que par des rencontres au cours de tes études. Est-ce que tu as... Un peu les deux. Ouais, tu as pu quand même échanger avec des personnes qui étaient sur le terrain, c'était pas que des recherches complètement universitaires? Non, complètement, parce que il y a la partie en fait cours, il y a la partie échange avec les professeurs, des recherches aussi personnelles sur des projets différents, échange avec les autres personnes de la promo aussi, puisque chacun a des expériences un peu diverses et variées. Et il y a aussi la grosse partie terrain, où là on va quand même au contact aussi d'exploitants, notamment en première année. On a les stages aussi en entreprise. Le stage de première année, c'est un stage qui est ouvrier. Donc là, on va directement en exploitation agricole. Ouais, ça te force à voir le terrain, justement. Et voilà. Pas rester hyper théorique non plus. Enfin, c'est toujours important de voir comment ça se passe dans les faits. De voir un peu la réalité des choses et d'échanger. En fait, tout simplement, sans avoir trop de barrières en tête. C'est en étant dans l'échange et en brisant ces barrières qu'on arrive à... Justement, il ne faut pas les avoir en tête Exactement. pour pouvoir voir plus loin que ça. Ouais. Mais ça, justement, c'est un thème qui revient souvent, la formation, que c'est un déclic de mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir agir. Ouais. Donc elle passe aussi, comme tu le dis, par l'échange. Ouais. Et c'est aussi à cette période, en fait, que tu as lancé Elfen pendant tes études. Oui, exactement. Et donc en stage de césure, c'est ça? C'était, tout à fait ça. En fait, moi, mon année de césure est tombée, en fait, elle a commencé en septembre 2020. Donc c'était mauvaise période. pile poil juste après le premier confinement.
À savoir que j'avais toujours voulu prendre cette année de césure pour justement peaufiner un peu, parce que j'avais toujours pas de projet professionnel concret. Bon, j'avais essayé un peu plein de choses. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de voir ce que je peux faire. Est-ce que je peux aller à l'étranger, enfin bouger. Donc j'avais trouvé un super stage en Australie. Bref, tout s'est annulé. Ouais. Pour rien cacher. Du coup, oui, tout s'est annulé. Et donc là, c'était un petit peu le questionnement, quoi, de se dire, on était tous un peu dans la même situation en septembre. En fait, qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai une année devant moi et tout s'est un peu annulé. Comment je peux rebondir? Donc, oui, une période qui n'est pas forcément facile. Et c'est là qu'en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur le projet Elfen, donc qui s'appelait pas Elfen d'ailleurs au départ. Ouais. Comme toujours, il n'y a pas de nom. Exactement. Parce que, en fait, j'avais du temps. Il me manquait un projet. J'avais pas envie de rien faire. Et en fait, c'était un projet qui avait été plus ou moins entamé par mon père, qui avait eu acheté une presse à huile, en fait, il y a quelques années, et qui avait commencé à travailler sur le colza. En fait, juste tout simplement de la transformation de colza en huile alimentaire. Un projet qui était un peu resté sur le côté, parce que, par manque de temps, principalement. Mais, et en fait, moi, je me suis dit, pourquoi pas. En plus, j'avais entendu parler de la caméline pendant mes études, je sais plus à quel sujet, mais je dis, c'est super intéressant, en fait, je peux la transformer avec la presse. Pourquoi je commencerais pas juste un peu de manière innocente, tu vois, à faire mes petites recherches, voir ce que je peux faire. Et en fait, ça a commencé à prendre de l'ampleur et après... Et donc tu penses que pour, par exemple, des jeunes qui nous écouteraient aujourd'hui, c'est plus simple de se lancer justement quand tu as encore le temps, quand tu es dans tes études et que tu n'as pas les pressions qui arrivent du travail, du loyer? Je pense qu'il y a une partie qui peut être assez simple dans la manière d'aborder les choses parce qu'on n'a pas de pression derrière. En fait. Enfin, moi, je sais que là, du coup, à cette période-là, c'était un projet, c'était quelque chose sur lequel j'avais envie de travailler, qui n'allait pas me coûter. Et de me dire, finalement, je n'ai pas besoin de beaucoup de moyens financiers. Voilà, je peux utiliser un petit peu ma tête, utiliser mes petits moyens, me débrouiller, quoi. J'avais pas de pression, effectivement, sur des loyers, sur des charges familiales, des trucs qui arrivent après dans la vie courante, forcément. Et puis, cette liberté, quand t'es étudiant aussi, parfois, t'as pas forcément d'attache plus que ça. Donc, ça peut être l'occasion de se lancer. Après, moi, c'est vrai, du coup, j'ai enchaîné avec ma dernière année. Et c'est là que j'ai eu le statut, du coup, étudiant-entrepreneur. Et donc, après, ça s'est un peu enchaîné de se dire, en fait, je vais faire mon stage de fin d'études dessus. Et puis, en fait, après le stage de fin d'études, j'ai pas envie que ça s'arrête. Ouais, donc pourquoi pas continuer, ouais. Après, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est moins facile? Ça doit dépendre des situations, ouais, de toute façon. Je pense qu'il faut pas se mettre trop la pression non plus de se dire, ah ouais, mais si je le commence pas quand je suis en études, en fait, je le ferai jamais. Parce que c'est pas dit que 10 ans plus tard, en fait, il y aura une super idée, un déclic qui vont faire que j'ai envie de me lancer. Moi, là, c'est venu un peu comme ça, mais c'était pas du tout prévu. Ce qui est important à ressortir, c'est en fait, si on a envie de se lancer, qu'on a l'occasion, il faut le faire. Et au pire, comme tu disais, il n'y a pas de pression. Donc, au pire, ça rate et c'est pas grave, on continue. Ouais, c'est ça. Je pense que le plus important, c'est d'avoir quelque chose qui nous passionne et pour lequel on a envie d'y passer des heures, mais sans vraiment les compter. Enfin, moi, ça m'a jamais coûté de travailler une heure de plus, une heure de moins sur un projet. Ouais. Tant qu'on est passionné et qu'on a envie, on sent cette motivation de se lancer, je pense que c'est quand même le plus important. Ouais. Peu importe un peu le moment. Ouais, c'est du moment qu'on fait ce qu'on aime. Ouais. C'est l'essentiel. Ouais, je pense. Et après, ça n'a pas trop été dur de gérer pendant ton M2, Elfen et les études à la fois? C'est vrai que c'était pas forcément évident à proprement parler, parce que du coup, j'ai pas eu de temps aménagé ou autre. Mais c'était quand même une super opportunité d'avoir été accompagnée par le statut étudiant-entrepreneur. Parce que, en fait, mine de rien, c'était un accompagnement régulier où je voyais quelqu'un tous les mois qui me questionnait sur mon projet, comment ça avait avancé. On a construit ensemble le business model aussi. C'est des choses que je pense que je n'aurais jamais fait toute seule. Et puis, c'est un petit peu une dose de motivation aussi.
de se dire, ben voilà, je sais que dans 1 mois, je revois mon accompagnatrice ou mon accompagnateur, et il faut que j'ai avancé, quoi, parce que sinon, c'est un peu dommage de rien avoir à lui présenter. Et parce que ça doit être dur aussi de se lancer toute seule, en fait. C'est ça, ouais, complètement. Ouais, ça peut, effectivement. Ouais, c'est clair. Et puis parfois de se sentir un peu seul face à ses questions, face à son avancée de projet, de se dire, mais en fait, je peux partir comme ça, c'est une liberté. Mais de pouvoir un peu s'appuyer sur d'autres ressources, parfois ça fait du bien. Ça rassure. Ouais. Il y a l'expérience aussi d'autres personnes que nous, on n'a pas forcément vécues. Ouais. Eh ben, on a commencé à parler d'Elphen sur ses créations avant que tu sois vraiment diplômé. Mais on va maintenant laisser la parole à Mathéo pour plus développer ce que tu fais maintenant au quotidien avec Elphen et donc tous les enjeux qu'il y a. Eh bien, bienvenue dans cette deuxième partie dans laquelle on va parler actuellement de ce qu'est la marque et comment tu développes les produits que tu proposes. À partir du moment où tu récoltes la matière première au moment où ton produit est proposé, par exemple. Effectivement, moi l'idée derrière Elphen, c'est de travailler de la graine au produit fini. Ça, c'est un mot que j'aime bien, enfin quelques mots, c'est pas que un, que j'aime bien mettre en avant. Ça montre aussi un petit peu le côté transparence, circuit court auquel je tiens quand même pas mal. Et donc concrètement, comment ça se passe? Donc comme je l'ai dit au départ, moi l'idée c'était de travailler avec la caméline, vraiment comme produit et comme ingrédient de base. Donc tout se passe à peu près en Bretagne, au moins 98%, si ce n'est 100% en France en tout cas. Et donc l'idée c'est que je travaille avec un producteur qui cultive la caméline. Donc lui, il cultive la caméline en association de cultures. Donc en fait, il associe 3 cultures. Ce sont donc la caméline, le lin et les lentilles. Donc au sein d'un champ. Et en fait, chacun va s'apporter les unes aux autres. Donc par exemple, la caméline va servir plutôt de tuteur pour les lentilles. Elle va aussi prendre de la place dans le champ. Donc là, on va avoir un enherbement qui est plus important. Ce qui dit du coup utilisation de moins d'herbicides. Donc pour une production qui est en bio, c'est plutôt intéressant. Et c'est aussi ça qui m'a fait choisir la caméline, c'est que, en fait, au-delà de ses propriétés, en fait, derrière, sur sa richesse en tant qu'huile, par exemple, elle a aussi un intérêt agronomique. On ne va pas la cultiver uniquement pour son intérêt, par exemple cosmétique ou autre. Donc lui, il cultive, pour en revenir au producteur, il la cultive donc, au cours de l'année, en fait, pour ses propriétés plutôt agronomiques. Et ensuite, donc, il fait un tri et une récolte. Donc la récolte, ça se passe à peu près en septembre. Globalement, c'est une culture plutôt d'été. Et ensuite, moi, je récupère cette graine-là que je viens presser. Donc c'est une pression à froid, en fait, avec une presse artisanale qui permet tout simplement d'extraire l'huile de ces petites graines. Il y a à peu près 30% d'huile dans les graines. Et ensuite, c'est cette huile-là que je vais utiliser comme base pour l'ensemble de mes produits. Donc en fait, qui dit base dit association avec d'autres ingrédients. Donc ça va être par exemple des huiles essentielles, des algues. Je n'étais pas si réticente finalement à les utiliser. En fait, il y a une association d'une algue différente dans chaque produit. Donc on a les petites huiles essentielles, pareil, qui sont issues d'un producteur qui travaille, enfin c'est un producteur distillateur qui est dans le Morbihan, pas loin. Et après, on a d'autres ingrédients, par exemple du CBD dans l'huile de massage, l'association des algues, de la carotte aussi dans l'huile visage. Mais voilà, globalement, c'est des matières brutes que j'ai choisies avec soin, à la fois pour leurs propriétés, mais aussi pour la relation avec le producteur qui les cultive ou qui les produit. Et ensuite, l'idée, c'est de faire des associations d'actifs directement. Donc, les actifs choisis avec la caméline. Et donc tout ça, j'assemble le tout dans mon petit laboratoire, qui est donc dans le golfe du Morbihan, à côté d'Auray, pour ceux qui connaissent. Donc c'est plutôt en Bretagne Sud. Et donc après, une fois que tout est prêt, tout est assemblé, l'idée c'est de les embouteiller, donc les mettre dans les petits flacons directement. Et puis après, la petite partie étiquetage, un peu manuel, et ensuite, c'est prêt à être commercialisé.
Très bien, non, c'est super intéressant, je ne savais pas que ça se passait comme ça. Et tu parles souvent d'un terme qui s'appelle le slow cosmétique. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Ouais, la slow cosmétique, en fait, c'est un label qui est délivré par une association indépendante qui a été fondée par Julien Caillebec, qui est un Belge, mais moi qu'on aime beaucoup les Belges quand même, il n'y a pas de souci, et qui est assez répandu en France, mais qui prône beaucoup du coup une cosmétique plus saine, qui soit plus responsable, écologique, qui soit aussi plus raisonnable et réfléchie en fait dans sa perception. L'idée, c'est d'avoir des produits qui soient les plus sains possibles, mais à la fois pour le consommateur, qu'il ait vraiment une confiance très très importante. En fait, c'est donner confiance au consommateur dans des produits, ce qui n'est pas forcément simple de décrypter les étiquettes, les choses comme ça, de savoir entre deux produits, en fait, vers lequel je peux me tourner et avoir une confiance presque aveugle. Quand on ne connaît pas la personne qui les a créés derrière, finalement, c'est parfois un peu difficile. Donc ça, c'est vraiment le but du label, c'est d'apporter cette confiance pour les consommateurs et de donner ce label à des artisans. En fait, souvent, ce sont des artisans qui sont récompensés par ce label parce que ils vont avoir un marketing qui est plus raisonné aussi. On ne va pas avoir une déclinaison d'un même produit avec 1 million de parfums différents. En fait, l'idée, c'est d'avoir un produit qui soit efficace, qui soit quasiment que des actifs et pas d'ingrédients trop décorateurs. Ça va récompenser aussi des engagements de la part des producteurs ou des artisans qui vont favoriser par exemple le circuit court, dont j'en parlais un petit peu, des productions biologiques aussi, des ingrédients issus de l'agriculture biologique, et puis voilà, des engagements plutôt assez globaux. Mais c'est un label qui est super intéressant et moi qui me tenait à cœur. En fait, j'avais envie de le demander dès le début en fait, de la création d'Elphen. Et donc c'est pour ça que je l'ai demandé. Après, j'ai fait une candidature. C'était en fin d'année 2022. Et donc c'est là que je l'ai obtenu. La démarche, elle est assez compliquée, j'imagine, pour l'obtenir, parce qu'il faut envoyer plein de documents et qu'il y a beaucoup d'administratifs. Ouais. Il y a un petit peu d'administratif, effectivement. En fait, après, tout dépend dans quel mode de pensée et comment on pense l'organiser. Moi, comme c'était un label qui me tenait quand même pas mal à cœur dès le début, finalement, j'avais déjà tout fait pour que ça puisse correspondre aux valeurs, en fait, directement. Donc, j'avais pas d'efforts supplémentaires à fournir pour être plus en accord avec le label. Après, oui, forcément, il y a toujours un petit peu de documentation à fournir, de tests, de descriptifs des formules, etc. Donc, il y a une partie administrative, mais voilà, en fait, si tout a été fait de manière assez clean et OK dès le départ, ça peut être assez rapide. Mais en fait, à savoir que du coup, c'est la marque qui est labellisée et pas chaque produit. En fait, c'est vraiment une démarche de marque plutôt qu'une certification par produit. Ouais. Il y a autre chose dans le même sujet, le fait que tu es distribué dans des pharmacies, si je ne me trompe pas. Ouais. Quel est le procédé justement pour pouvoir être distribué dans des pharmacies justement ? C'est vrai que moi, du coup, je travaille avec différents distributeurs. L'idée, c'était de profiter un petit peu de réseaux de partenaires et distributeurs locaux. Donc, ça va être notamment des pharmacies, des concept stores et des instituts, globalement. Et c'est vrai que les pharmacies, c'est un circuit un petit peu particulier, mais qui me tenait quand même à cœur, parce qu'il a une importance dans le cœur et dans la perception des consommateurs. Et on se tournait vers les pharmacies pour des produits qui ont été faits avec soin, qui sont assez prouvés, qui ont, en fait, il y a cette notion scientifique et de prescription de la part des pharmacies. Donc c'est vrai que c'était un circuit qui m'impressionnait un petit peu au départ, j'avoue. Mais en fait, qui était intéressant à aller toucher. Et donc tout simplement, comment aller démarcher une pharmacie, en fait, la première que j'ai été voir, je suis allée avec mes sabots, on va dire. Je suis rentrée et puis voilà, j'ai tout simplement parlé de la marque, des produits et puis comment est-ce qu'on pouvait fonctionner ensemble et puis travailler pour justement pouvoir proposer les produits.
À savoir que chaque produit, en fait, avant sa mise sur le marché, doit être vérifié. On a des dossiers d'information à réaliser pour chaque produit avec une validation toxicologique notamment. Donc c'est vrai que c'est toute une gamme de tests à effectuer pour que le produit soit le plus sûr possible pour le consommateur. Donc voilà, ça c'est un des prérequis indispensables avant la mise sur le marché. Et les pharmacies sont assez exigeantes là-dessus, mais comme tout autre revendeur de toute façon. Mais voilà, c'est un circuit qui est très intéressant et avec des personnes passionnées aussi. Donc bien que ça peut être un peu impressionnant au départ, finalement, c'est des partenariats qui marchent bien. Donc aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir être distribué en pharmacie. Est-ce qu'il y a d'autres lieux dans lesquels tu aimerais que tes produits soient présents ? Ouais, comme je le disais, c'est vrai que où je travaille avec les pharmacies, avec quelques magasins plus indépendants, et puis en partenariat avec des instituts aussi. Donc le côté institut, c'est ça qui est sympa, c'est que on peut avoir la partie soins directement avec les produits, puisque en fait on peut les utiliser pour des soins du visage, des massages, voilà, plus la partie esthétique en fait directement. Et aussi ils peuvent être proposés à la revente. Donc après voilà, ça c'est la première partie qui existe actuellement en plus du site internet. Mais l'idée oui, c'est de développer encore d'autres partenariats. Ce que j'ai commencé à mettre en place, c'est aussi avec des hôtels, d'avoir en fait directement une promotion au niveau des hôtels, dans les chambres ou autres, pour permettre de faire découvrir en petit format en fait aux clients. Voilà, c'est un petit peu. Mais l'idée, voilà, c'est de pas non plus s'éparpiller pour que la distribution soit quand même assez sélective et que on se retrouve pas non plus en GMS par exemple, c'est pas forcément le but. Bien sûr. Il y a déjà beaucoup d'hôtels qui proposent tes produits, pour le coup ? Pour le moment, pas tellement. C'est encore assez restreint. Mais en tout cas, voilà, c'est un des projets sur lequel je travaille pas mal actuellement, ouais. On t'a demandé de ramener un produit qui te tient à cœur. Mm-hmm. C'est le moment de le sortir du sac. Bon, est-ce que tu devines ce que c'est ? De la caméline. Exactement. Donc là, des graines. Et ici, la plante sur laquelle on extrait les graines, on les récupère. C'est ça. Et donc, dans chacune de ces graines, il y a 30% d'huile, c'est ça ? Ouais, et en fait, ça, ce ne sont pas les graines directement. Ce ne sont pas les graines directement ? En fait, c'est une cosse. Et à l'intérieur, il y a à peu près 6 graines. En fait, c'est une graine qui est toute petite. On ne la voit pas très bien dans le sachet, mais qui fait 2-3 mm de diamètre à peu près, maximum. Et ça, c'est la période à peu près fin d'été. Okay. Où on a la caméline dans le champ. En fait, sinon, c'est des fleurs jaunes. Okay. Donc, juste avant ce stade-là, ce sont des fleurs jaunes. Et ensuite, voilà, c'est la période où elles vont être récoltées, c'est à peu près à ce moment-là, ouais. Et donc, les agriculteurs, ils cultivent ces plantes notamment pour ces vertus, comment tu as dit tout à l'heure, aromatiques. Plus agronomique. Agronomique. Donc c'est pas pareil. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils l'utilisent pour faire autre chose après, la transforme en engrais ou non. Du coup, c'était plus pour l'association de culture. Donc pour la caméline, là, l'intérêt, c'était vraiment plus pour le fait qu'elle serve de tuteur aux lentilles, par exemple, aux plants de lentilles. Et aussi pour la question de l'enherbement. En fait, ça, c'est un sujet qui est assez intéressant en agriculture biologique. Parce que l'idée de l'agriculture biologique, c'est de limiter justement les intrants et notamment les herbicides. Et donc là, en fait, d'utiliser cette culture-là dans un champ peut permettre d'utiliser moins d'herbicides puisqu'elle va prendre de la place. Et du coup, elle va rentrer en compétition avec des adventices, donc des mauvaises herbes, en fait. C'est soigner le côté un peu mal par des produits naturels, en fait, des cultures. Super intéressant. Donc ça veut dire que j'imagine qu'il y a d'autres plantes autres que la caméline qui ont ce type de propriété. C'est-à-dire que, par exemple, pour lutter contre des mauvaises herbes ou des plantes qui sont très envahissantes, on peut utiliser des plantes qui ont ce type de propriété. Oui, complètement. Ouais. L'idée, en fait, c'est aussi ça que j'ai appris moi pendant mes études, c'est d'essayer de réfléchir justement de comment on peut comment on peut construire un système qui soit plus vertueux sans avoir à utiliser des intrants en fait qui vont provenir de l'extérieur.
Après, je dis pas que c'est forcément la solution miracle, puisque chaque culture a des besoins différents. Et voilà, on ne peut pas forcément régler non plus de la manière la plus simple. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un sujet que je trouve passionnant, et de pouvoir voir qu'on a des systèmes entre plusieurs cultures, qu'elles peuvent s'apporter les unes aux autres. Ça, c'est plutôt intéressant. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de ne pas cultiver pour uniquement faire de la cosmétique derrière. De me dire, en fait, la cosmétique, c'est un besoin qui est un peu plutôt secondaire, on va pas se mentir. Et en fait, d'utiliser une parcelle ou un champ uniquement pour produire pour un besoin secondaire, alors qu'on pourrait en avoir besoin pour le besoin primaire de s'alimenter, tout simplement. J'avais pas envie que ça se passe comme ça, et c'est aussi ça qui m'a fait choisir la caméline comme filière à développer. Parce que pour le coup, une fois que... Donc, admettons, la caméline, elle pousse dans les champs en tant que tuteur, par exemple, pour les lentilles, comme tu me disais. Donc ensuite, on récupère ces petits morceaux. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, mais on pourra zoomer, je pense. Donc on les récupère à l'intérieur desquels il y a les graines. Mais une fois récupérée, la plante, elle continue à vivre et à se développer. Oui, ou pas forcément spécialement, mais après, on va avoir du coup l'hiver qui va arriver. Ouais, donc sûr. après, ça va être des histoires de rotation aussi au niveau de la parcelle et du champ. À voir si y a une culture d'hiver, par exemple, qui peut se mettre, ou tout simplement attendre l'été prochain pour réaliser à nouveau l'association. En fait, c'est des histoires de planification. Après, voilà, c'est plus le domaine agricole en général, et de comment le chef d'exploitation décide de gérer ses parcelles et ses semences. Mais oui, après, voilà, c'est des rythmes, c'est des cycles, en fait, qui peuvent être intéressants. Et après, l'idée, c'était de la mettre aussi dans le petit flacon. C'est un peu le flacon symbole de Elfen. Donc, tous mes flacons sont un peu de la même forme. Ça, c'est le petit format, le 30 millilitres. Okay. Mais voilà, ce sont des flacons en verre opaque. Le verre qui a été choisi pour différentes raisons, aussi pour essayer d'instaurer la consigne sur les flacons. C'est un matériau qui peut se réutiliser, qui est assez noble, qui va aussi protéger le produit, parce que en fait, c'est une huile qui est assez sensible à l'oxydation. Donc l'idée, c'était de ne pas avoir d'exposition à la lumière, de la protéger en fait de tous ces rayons UV. Et aussi, en fait, on va pas avoir d'interaction contenu-contenant, ou très peu en tout cas. Ce qu'on peut avoir par exemple avec le plastique, où là, en fait, plus facilement avec la température, on peut avoir une interaction et du coup une libération de microplastiques dans le produit. Parce que, juste pour expliquer pour le coup, donc les produits que tu proposes sont sous forme de ce flacon. Et ensuite, c'est des gouttes qu'on va mettre sur la peau, donc d'où l'huile. Oui, c'est ça, ouais. En fait, en tout cas, surtout pour le produit pour le visage, en fait, ça fonctionne avec une petite pipette. On n'a pas besoin d'énormément de produits pour l'utilisation. Mais après, sinon, c'est des petites pompes. Je vais te proposer de préparer tes meilleurs talents de dessin, de dessinatrice, pour une partie qui s'appelle « Imagine le futur ». La partie dessin arrivera sur la fin. Et je te propose à Marion de prendre la place sur scène pour animer cette merveilleuse partie. Super. C'est parti. Merci. Jungle. Salut Agathe, bienvenue pour cette partie 3. Merci. Première question, donc tu disais que tous tes produits étaient faits à base de caméline. Est-ce que dans l'avenir, tu envisages de faire des produits qui ne contiendraient pas justement ces graines-là C'est super intéressant parce que c'est une question que je me suis posée, effectivement. Dès le départ, du coup, je m'étais vraiment fixée sur cette huile-là. Et puis après, au fur et à mesure justement de l'établissement du business model, de réfléchir à la suite, je me suis posé la question, en fait, est-ce que j'ai envie de rester là-dessus, ou est-ce que finalement j'ai envie de faire une diversité des huiles françaises, ou comment je peux donner suite et quelles sont les décisions. Et après, c'est des questionnements que je me pose encore aujourd'hui, mais avec quand même une prise de décision pour le moment qui est plutôt de rester effectivement sur la caméline. Comme on en discutait un petit peu, c'est que en fait, la problématique de la caméline aujourd'hui, c'est surtout sa valorisation. En fait, elle a du coup son intérêt en agronomie pour les agriculteurs qui, eux, vont la cultiver parce que justement, elle va avoir un intérêt pour leur production et leur cycle de production.
Mais en fait, derrière, c'est vraiment la question de comment on la valorise, quels sont les débouchés. Et en fait, bien souvent, elle reste sur les bras des agriculteurs. Parce que, en fait, la valorisation principale, c'est de la transformer en huile. Sauf que, en fait, souvent, c'est l'huile alimentaire. Sauf que comme les consommateurs ne la connaissent pas, du coup, ils ne vont pas l'acheter dans les rayons. Et en fait, du coup, souvent, ça leur reste sur les bras. Et du coup, c'est pour ça que... Mais ils continuent à en produire même si ça leur reste sur les bras Ouais. Parce que ça les aide justement pour les autres cultures. Exactement. Ils savent qu'on peut la valoriser, qu'elle a pas mal d'intérêt. Mais en fait, si tu n'as pas le marché ou derrière... Non, et puis en fait, on la retrouve que en magasin bio souvent, ou alors en direct à la ferme. Mais en fait, c'est assez humain en fait de se dire, si je connais pas un produit, je sais pas ce que je vais en faire, quels sont ses bienfaits, donc j'ai pas forcément envie d'aller vers ce produit. Et donc c'est pour ça que moi, ma démarche et mon envie aujourd'hui, c'est de vraiment 100% axer mon développement et l'entreprise en général sur la caméline. L'idée, je vais pas trop spoiler non plus la suite, mais c'est du coup d'avoir développé cette gamme cosmétique et cette marque Elfen autour de la cosmétique. De la caméline. C'est ça. Donc on continuer bien sûr à la développer avec des nouveaux produits qui sortiront. D'ailleurs, un pour la fin d'année normalement. De quand même la rendre dynamique, de toujours avoir des produits qui soient efficaces, sensoriels et éco-responsables, tout en incluant une partie de caméline, bien sûr. Et à côté de tout ça, l'idée, ce serait aussi de valoriser la partie alimentaire, qui est super importante et intéressante, puisque la caméline a aussi beaucoup d'intérêt d'un point de vue alimentaire et notamment sur l'apport en oméga. Donc voilà, ça c'est un petit projet que j'ai actuellement sur lequel j'essaie de travailler, justement pour la rendre un petit peu plus sexy, entre guillemets, de la démocratiser, de montrer qu'on peut faire pas mal de choses différentes qui sont super chouettes à partir d'huile de caméline ou des coproduits d'ailleurs. Donc affaire à suivre en tout cas. Donc en fait c'est presque de l'anti-gaspi finalement d'utiliser de l'huile de caméline. Et je crois pas que tu nous aies vraiment expliqué les vertus de la caméline en tant que telle quand tu l'utilises dans tes produits. Au-delà donc alimentaire, c'est plutôt oméga 3. Et quand tu l'utilises pour ta peau, ça va être quoi les vertus ? Ouais, effectivement, alimentaire, c'est surtout la richesse en oméga. Donc ça va être 3, 6 et 9. En fait, principalement, c'est une des plus riches en fait, là-dessus. À peu près à égalité avec l'huile de lin. Et après, c'est vrai qu'en cosmétique, du coup, la richesse en oméga, c'est aussi important pour la reconstruction des tissus en fait, au niveau de l'épiderme notamment. Et elle va avoir beaucoup de vertus sur tout ce qui va être apaisement, atténuation des cicatrices, aider à la cicatrisation. Les personnes qui ont aussi la peau assez sensible, sujettes à l'eczéma, au psoriasis, ce genre de choses, elle tolère super bien. Donc c'est vrai que c'est une huile qui est vraiment très douce et agréable à utiliser. Et en plus, elle a la chance d'être une huile sèche et non comédogène. Donc en fait, elle ne va pas laisser de fini-gras sur la peau et ne va pas aider à la formation de comédons ou autres qu'on pourrait avoir avec certaines huiles qui sont un peu plus grasses. Hyper intéressant. Donc ouais, c'est une huile qui a pas mal de vertus et de propriétés intéressantes. C'est dommage de la laisser comme ça sur les bras des producteurs finalement. Donc, exactement. C'est génial que tu sois lancée là-dedans. Et tu as commencé à nous parler un peu de nouveaux produits. Donc c'est quoi la direction dans laquelle tu vas aller là pour les prochains produits ? Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus ou... Ouais, en fait, c'est vrai que moi, l'idée de la marque cosmétique, c'est d'avoir des produits qui font écho aussi à l'astro-cosmétique. Donc, c'est-à-dire d'avoir des produits qui soient vraiment utiles, de ne pas les multiplier. Carrément, ouais. L'idée, c'est pas d'avoir 10 000 produits dans sa salle de bain pour un même usage. C'est clair. Donc, j'ai vraiment envie de rester de suivre ce fil rouge. Et donc là, pour la petite info, du coup, ce sera un produit de soins pour les lèvres. Oh, on a une exclue. Après, peut-être qu'une fois qu'on aura sorti la vidéo, le produit sera peut-être déjà en ligne. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous pouvez déjà y avoir accès. Et donc, tu as beaucoup de travail, vu toutes les étapes que tu nous as expliquées tout à l'heure pour faire tes produits. Est-ce que tu es toute seule là-dessus ? Et si oui, est-ce que tu comptes t'entourer Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu la grande question et qu'on me demande régulièrement. Pour l'instant, oui, effectivement, je suis toute seule.
J'avais aussi pour volonté de garder cette partie production que beaucoup souhaitent déléguer en fait à des laboratoires parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences ou autres. Moi, j'avais vraiment envie de garder ça artisanal, de travailler la matière, de les associer, d'avoir vraiment cette liberté aussi et de maximiser en fait les circuits courts et du coup minimiser les intermédiaires. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ça me plaît de toucher un peu à tout, de faire pas mal de choses. Mais je me rends bien compte que si ça amenait à se développer, ce que j'espère, bien sûr, ce serait chouette de pouvoir former une petite équipe qui soit là autour du projet. Ouais, déjà peut-être des personnes qui seraient là en stage ou en alternance, peut-être que c'est moins engageant pour toi, mais ça pourrait être une première étape pour commencer à t'entourer, complètement. Qui pourrait être intéressante. C'est vrai que j'ai eu quelques stagiaires déjà depuis le début de FN, des profils assez différents à chaque fois, mais très chouette. Et ça, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée pour de pouvoir partager, d'apporter ce côté un petit peu entrepreneurial. Je sais que souvent, on n'a pas lors de stages. Et puis de vraiment les inclure dans leur vision du travail. Et puis d'essayer de construire aussi ensemble, de réfléchir. Ça te donne une autre vision aussi, c'est hyper intéressant. Et un petit peu de confrontation d'idées, c'est toujours intéressant. Ouais, carrément. Ouais. Et peut-être si on reparle un peu de la Bretagne, donc du futur de la Bretagne, avec le réchauffement climatique, c'est une destination qui est de plus en plus prisée, même pour s'installer. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà constaté ou comme tu vis là-bas? Ouais, complètement. Je crois que cet été, c'était parmi les 3 destinations les plus prisées carrément, en France. Ça faisait partie du top 3 et beaucoup sur les côtes. Moins en centre-Bretagne, un peu plus dans les terres. C'est vrai que les côtes sont surchargées, bondées. Même si on y respire quand même un petit peu, il y a des endroits où on s'y trouve quand même encore très bien et c'est des petits coins de paradis. Secret spot. Mais c'est vrai que, on essaye d'en garder quelques-uns. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde et en particulier autour des problématiques d'habitat. Avec de nombreuses résidences secondaires ou autres, et des personnes qui ont parfois la difficulté de se loger sur place alors qu'elles travaillent. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est une des problématiques, en tout cas, au niveau de la Bretagne, et qui se retrouvent du coup à devoir aller un peu plus dans les terres, à parfois 40 minutes de leur travail en voiture. Et donc, en plus, ça force à prendre la voiture et tout. Ouais. Ok. Et donc, toi, est-ce que tu comptes rester vivre en Bretagne, justement ou c'est vrai que moi, du coup, tout l'essence du projet, c'est construite en Bretagne et autour un petit peu de... même Elfen, ça signifie élément en fait en breton. Ok. C'est un peu l'inspiration des éléments naturels que j'ai voulu retranscrire dans les produits. Là, je suis dans une démarche de certification par la marque Bretagne. C'est quoi la marque Bretagne ? Ça s'appelle la marque Bretagne. C'est juste Made in Bretagne C'est un petit peu ça, en fait. L'idée, c'est de profiter d'un réseau, de porter aussi les valeurs de la région, de montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Puis c'est créer un réseau aussi local. Donc ça peut être... en fait, c'est un petit drapeau bannière noir avec écrit Bretagne dessus. Donc, c'est vrai que c'est une région qui est assez dynamique aussi, qui est porteuse, qui a envie de montrer et d'initier des changements aussi sur le futur, de construire quelque chose de plus viable aussi derrière. Donc, avec quand même une identité assez forte, mais de montrer aussi qu'on n'est pas fermé au reste du monde. De la France déjà. De la France, mais même de la France, de l'Europe, de l'ensemble, Ok, génial. Pour la prochaine étape, là, donc Mathéo a commencé à t'en parler un petit peu. Donc je vais te proposer de dessiner un futur un peu plus désirable, on va dire, un futur un peu idéal. Donc c'est ce qu'on fait avec chacun de nos invités. On avait proposé par exemple à Lou de nous imaginer son futur idéal pour la mode ou... encore à Lucille de nous expliquer comment elle verrait la salle de bain du futur la plus écolo. Donc avec toi, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être qu'on pourrait imaginer la côte bretonne un peu du futur, idéalement. Déjà du bleu. Ouais, j'imagine, pour la côte. Non, c'est vrai qu'en plus, il y a pas mal de côtes différentes en fait en Bretagne. Moi, je suis plus sur la partie sud. Ok. Donc plus Morbihan. Mm-hmm. Et c'est vrai que
même juste d'aller dans le Finistère, on a encore des côtes complètement différentes, un peu plus sauvages. C'est une partie que j'aime bien aussi. Ok, bah tu peux choisir celle que tu préfères, enfin, celle que tu veux nous montrer. Bah après, c'est vrai que moi, je suis plus du coup... Dans le sud? Ouais. Bah alors on part sur une côte dans le sud alors. C'est vrai que c'est une sacrée question. Il n'y a pas trop de pression en soi, c'est juste pour garder un peu un souvenir de tous nos invités, avoir quelque chose un peu de collaboratif à la fin avec... Bah oui, non, c'est clair. C'est le syndrome de la page blanche, non? C'est ça. Faut commencer quelque part. Ouais, c'est clair. Non, je pense que je vais reprendre... c'est une plage où j'aime beaucoup aller surfer. Ok, ouais. C'est exactement ça, ouais, c'est clair. Peut-être prendre un peu de bleu, mais... Donc là, c'est les vagues. Exactement, ouais. Ça va, tu vas c'est pas surfer. si nul que ça. Ah bah oui, ça c'est clair avec le bleu et les petites vaguelettes. Qui déroulerait un petit peu. Ok. Un beau spot alors. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça dépend des jours, mais... Dans les bonnes conditions. En fait, c'est une très grande plage qui s'étend sur quand même pas mal de kilomètres. Qui est assez connue, en fait. Qui est restée encore assez naturelle. C'est ça que j'aime bien aussi. On a pas mal de dunes à ce niveau-là, avec encore pas mal de... Même si on a une modification de la dune déjà actuellement, mais... Ça, c'est à cause donc des personnes qui marchent sur les dunes, ou c'est quoi vraiment? C'est le vent. Ouais, les marées, en fait, on a aussi pas mal de phénomènes de grandes marées, de choses comme ça qui font que... En fait, c'est des paysages qui sont amenés à bouger quand même de manière plutôt générale. Et en fait, ça, c'est le petit chemin qu'on a pour aller directement à la mer. Et après, moi, comment je l'imagine, effectivement, ici, en fait, c'est de le garder le plus naturel possible. Ouais. De continuer à le préserver. Et, en fait, ici, on a un petit parking. On peut s'y mettre pour aller... je vais le noter. Hein, en fait, c'est plus un plan d'archi. Bah ça nous va aussi. Hein. Non, mais le petit parking. Mais ouais, en fait, je pense que l'idée, c'est de... Je vais mettre un petit soleil, parce qu'on a quand même du soleil. C'est important de le préciser. Surtout si c'est dans le futur, potentiellement. C'est ça. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit chemin pour que les gens n'aillent peut-être pas sur les dunes, etc. Garder le plus naturel encore comme ça l'est actuellement. Et c'est ça. Finalement, de préserver la beauté qui existe déjà, quoi, plutôt que d'inventer des choses en plus. Exactement. Et là, en fait... ce qui a commencé à être mis en place, mais c'est des sortes de cubes en bois qui est pour les ramassages de déchets. Ok. En fait, l'idée, c'est aussi dans un monde idéal, de plus avoir de ramassage de déchets. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est d'avoir des personnes qui sont le plus sensibilisées possible et qui vont... en fait, c'est déjà un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. Mais tu disais avec Surfrider, justement. Ouais, c'est ça. Et à un moment, il y avait un collectif qui faisait une session, un déchet, un ramassage de déchets. Quoi. Ok, ouais. Mais en gros, l'idée, c'était J'aime bien l'idée. En fait, on y va et puis... on apporte notre pierre à l'édifice. Ouais, exactement. C'est un peu la part du colibri, mais bon. C'est toujours important. Ouais. Je marque pas très très bien, hein, mais... Voilà. De toute façon, on a compris ces déchets ouais. Bon, bien sûr, il y aura toujours des petites planches de surf, mais personne qui est un petit peu grande, je pense. C'est toi alors. Voilà, qui est toute seule et effectivement, ça n'arrive jamais. C'est l'idéal finalement. Peut-être au lever de soleil. Et oui, c'est vrai. Et d'avoir toujours un petit peu de sable.
il est un petit peu jaune. Normalement, il est quand même un peu moins jaune que ça. Ah, c'est le sable couleur soleil. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est de conserver tout ce qu'on a déjà et qui est magnifique, qui est arrivé là naturellement. Et c'est avoir son terrain de jeu préservé, ouais. Bah, c'est une belle conclusion en tout cas. Si tu veux, tu peux le signer ton œuvre. Ouais, c'est Comme magnifique. ça, Je vais mettre Elle fera partie un peu de rouge. de notre belle collection Allez, de je le futurs signe, désirables. peu Où tu importe veux, là, ouais. là où il y a la place. Avec le petit smiley, on adore. Non, mais c'est vrai qu'en plus, Peut-être qu'on peut le montrer Ah oui. face caméra pour que tout le monde le voit bien. Là, on le voit. Si on zoome... Pas obligé de zoomer. C'est pas des talents d'artiste. Bah, personne, t'inquiète. On invite alors tout le monde à retrouver tes produits sur ta boutique Elfen. Et d'ailleurs, on rappelle que sur Illico Green, tu proposes aux étudiants une réduction donc, de 10%. Ouais, donc n'hésitez pas toute l'année à en profiter. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris, c'était hyper intéressant. Et on se retrouve bientôt alors. Ouais, avec plaisir. Merci à vous, à tous les trois, pour ton premier podcast, Exactement, finalement. c'était mon premier podcast pour la plateforme Illico Green, qui est une super initiative. Je voulais juste le rappeler quand même. C'est vraiment chouette de permettre ça aux étudiants et de donner accès aussi à toutes ces marques et de nous proposer, nous, d'être partenaires aussi. Donc, ça fait plaisir. Franchement, félicitations. Et puis, complètement, pas hésiter à venir faire un petit tour et puis m'envoyer un message s'il y a besoin de... On viendra voir peut-être la production de Caméline en Bretagne. Ouais, alors. avec plaisir. Super. Belle conclusion. Bonne journée. Merci, bonne journée.